Bonjour à toutes et à tous. Euh, Premier petit LinkedIn Live pour ma part, sujet DevOps. On va se laisser les quelques secondes, le temps que tout le monde se lance, se connecte, arrive gentiment. Je vais être votre hôte pendant les 15-20 prochaines minutes. Je suis Cyril Cuvier, je suis ingénieur avant-vente au sein de Suez France. Et le sujet donc du jour va être le sujet du DevOps. Qu'est-ce que c'est? Comment que ça marche cette chose-là? Qu'est-ce qu'on y fait avec? D'où ça vient? On va essayer un petit peu de retracer un petit peu l'historique du DevOps, à quoi ça va servir, dans quel contexte on va utiliser le DevOps pour nos applications, pour les entreprises, etc., etc. Normalement, nous sommes en direct. Tout devrait bien fonctionner. On va se dire que tout va bien se passer. C'est un petit peu à l'aveugle. Normalement, tout devrait être bon. Je vois que j'ai pas d'alerte. On va du coup se lancer gentiment. Donc, comme je disais, le but de ce petit LinkedIn Live, c'est de faire une petite thématique autour du DevOps. On va commencer, comme tout bon démarrage, par une définition. Alors, la définition du DevOps, que vous pouvez retrouver sur le site sus.com, euh, nous dit que c'est un modèle de développement d'applications logicielles et de services qui intègre des cycles de vie de développement avec des opérations agiles. Voilà, je pense que la définition parle d'elle-même. On peut s'arrêter là. Je vous rends la main et je vous souhaite une très bonne soirée. Non, très sérieusement. DevOps. Donc, on voit qu'il y a plusieurs morceaux. J'ai vu beaucoup aussi de définitions où on parlait de mots valises. De mots valises pour le DevOps, où on allait venir déposer, bien sûr on le voit, la partie développement et la partie opération. Alors, oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Il faut bien se rendre compte que DevOps, c'est un modèle lorsqu'on parle de développement d'applications logicielles. Il faut savoir que ce développement d'applications génère des cycles de vie. On va développer différents types d'applications, de différentes façons, de différentes méthodologies. Il va falloir ensuite les porter dans un environnement et il va falloir ensuite les opérer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à la croisée des chemins entre le développement d'une application, sa mise en production et l'opération de celle-ci, et on va tirer parti de pratiques agiles. Voilà un petit peu les mots-clés qu'on va garder en fil conducteur pendant ces 15-20 prochaines minutes autour justement de qu'est-ce que le DevOps, qu'est-ce que ça apporte, pour qui est-ce que c'est fait, qu'est-ce que c'est. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. DevOps, c'est une culture, c'est un modèle de façon de penser, de voir les choses avec une suite d'outils. En aucun cas, DevOps est un produit. Je vais même me risquer à l'écrire ici. DevOps, ce n'est pas un produit. Hein. On n'a pas un produit qui s'appelle DevOps qui est sur une étagère. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Le DevOps, ce n'est pas non plus, pardon, un métier. On n'est pas DevOps, on est ingénieur de production, on est développeur avec un mindset DevOps, etc. Mais on ne peut pas être un DevOps, tout comme on ne peut pas être heureux en termes de métier. C'est une façon d'être, une façon de penser, une façon d'aller embrasser les choses. Donc voilà, pour essayer de resituer un petit peu les choses. Maintenant qu'on a une définition, on va essayer de regarder un petit peu côté histoire. D'où est-ce que tout ça, ça peut provenir? D'où est-ce que vient l'histoire de DevOps? D'où est-ce que vient ce terme, etc. Pour ça, on va remonter un petit peu le temps et on va aller dans les années fin 2000, 2007 exactement. On va s'intéresser à ce monsieur, Patrick Debois ici, que vous voyez. Patrick Debois, c'est un ingénieur de production informatique qui réalise différentes missions et qui a pour but de réaliser des migrations. Patrick Debois est confronté, comme beaucoup d'entre nous l'ont été dans nos vies dans l'IT, il a été confronté à des problématiques entre différentes équipes, entre des équipes de développement d'un côté, donc les équipes de dev, qui avaient des ambitions et des besoins particuliers, et de l'autre côté,
des équipes opérationnelles qui avaient d'autres besoins, d'autres objectifs et qui devaient garantir une certaine stabilité. Il s'est rendu compte, il a fait le constat qu'on était très vite confronté à un fossé, à un mur entre les différentes équipes qui ne se parlaient pas, qui ne communiquaient pas, qui ne comprenaient pas comment vivait, comment fonctionnait l'équipe de l'autre côté de la cloison. Pour ça, Patrick Debois s'est dit, tiens, je vais m'intéresser à ce qu'on peut faire, à ce qui existe aujourd'hui. Et il s'est dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait un talk qui allait être réalisé par Andrew Clay-Sheffer autour de la notion d'agilité dans les systèmes opérationnels. Il s'est dit, tiens, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. Et il s'est dit, bah, tiens, je vais aller à la conférence organisée par Andrew et je vais regarder ce qui s'y passe. Manque de peau, lors de cet Agile Tour, la conférence d'Andrew, il y a eu tellement peu de personnes qui étaient intéressées qu'elle n'a pas eu lieu. Patrick Debois était quand même intéressé pour aller plus loin, et il a fini par rencontrer Andrew en off, discuter un petit peu des problématiques, des besoins, comment on pouvait rendre une infrastructure, un système, on va dire informatique, côté infrastructure agile, c'est-à-dire permettre de faciliter la communication, de fluidifier les échanges, de donner vie à quelque chose de beaucoup moins statique, de beaucoup moins figé, etc. Et c'est alors qu'ils fort de cet échange-là, de cette discussion, ils se sont dit, peut-être qu'on n'est pas les seuls intéressés par ça, et il faudrait lancer un groupe de discussion, Agile System Administration. C'était le nom du groupe qui existe encore, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Voilà, le premier groupe de pensée, d'échange sur les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut mettre en place certaines choses pour améliorer la vie des services informatiques dans la mise en place de développement d'applications, leur implémentation en production, etc. Et donc, Patrick Debois s'est dit, tiens, je vais organiser un événement dans lequel on va pouvoir partager, discuter de tout ça. Et donc, le premier événement qu'il a organisé, c'était en octobre 2009. Hop, je vais l'écrire ici. Et en octobre 2009, je me suis dit, tiens, un nom Agile System Administration Group, c'est un petit peu long en termes de nom pour cet événement. Et donc, il s'est dit, tiens, vu que ça va regrouper des devs et des ops, appelons ça DevOps. Et donc, c'est comme ça que le mot DevOps est né. Ça a été repris sur Twitter très largement. Et donc, du coup, on a créé ce buzz-là autour de DevOps. Et donc, c'est DevOps Day, le premier événement qui a été organisé autour de tout ça, avait pour but de discuter autour de 4 sujets majeurs. Le premier, c'était l'automatisation. Donc, l'automation. Hop. Le deuxième, c'était le testing. Comment créer du testing automatisé. Comment améliorer les tests et la qualité de ce qu'on allait livrer. Le troisième topic, c'est la sécurité. Comment implémenter de la sécurité nativement dans les environnements, dans la façon de développer jusqu'à la mise en production. Et enfin, quelque chose de très important, la culture organisationnelle. Comment penser différemment, sortir de ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de développement applicatif, en termes de logique, etc. etc. Et donc, ces quatre sujets-là, si on regarde aujourd'hui sur le site DevOps Day, donc, qui regroupe l'ensemble des événements DevOps, restent les 4 sujets majeurs qui vont être abordés lors des différents événements. Alors, encore une fois, on garde à l'esprit, DevOps, c'est issu de ce besoin-là de mettre en production des applications. Ces applications, comment est-ce qu'elles étaient développées jusque-là? Alors, il y avait une méthodologie de développement et de déploiement d'applications qu'on appelait waterfall. Au moment de chute d'eau, donc dans les années 70-80, le développement informatique, le développement d'applications était assez structuré, siloté, etc. Qu'est-ce qui se passait? On commençait par définir un besoin métier. Ce besoin métier, on passait du temps à le concevoir, à se définir qu'est-ce que devait faire l'applicatif. Une fois qu'on avait défini ce besoin, on allait passer à la phase de conception. On va aller commencer à architecturer, à concevoir comment allait fonctionner l'application. Une fois qu'on avait réfléchi à cette conception, on allait passer au développement.
Okay, donc on va développer l'applicatif, on va là réaliser du code, on va produire du code informatique. Ce code informatique-là, une fois qu'il a été produit en masse, on a créé toutes les fonctions qui vont bien, on va ensuite le tester. Une fois qu'il a été testé, on va tester mon code, vérifier que tout fonctionne. On va l'envoyer ensuite en production. Et une fois qu'il est en production, on va le maintenir avec les équipes qui vont permettre de gérer ma qualité, etc. En soi, rien de bien nouveau, rien de transcendant. On a un besoin métier, on arrive à une mise en production d'une application, ok. Le problème, c'est que c'est très structuré. On voit bien qu'on a vraiment des séparations, on a vraiment des cases avec des rôles et des responsabilités bien différentes, avec surtout, ce qui va avec, ce sont des équipes différentes. Les équipes métiers ne sont pas les mêmes que les équipes de conception, qui sont encore moins les mêmes que les équipes de développement, etc., etc. À chacun ses tâches, à chacun ses responsabilités, et on ne pouvait démarrer l'étape suivante que lorsque la précédente était terminée. C'est-à-dire, je n'allais démarrer, par exemple, mes tests que lorsque l'intégralité de mon développement était terminée. Encore une fois, je rappelle ici des équipes différentes. Donc ça veut dire que les gens qui exécutaient les tests n'étaient pas les mêmes qui avaient créé, délivré le code. Ça peut poser des problèmes. De la même façon, les gens qui avaient développé n'étaient pas tenus d'aller maintenir quelque chose en production. Et ça, c'était problématique. Alors certes, c'était très structuré. C'était l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on avait une vraie structure. On avait une structure de fonctionnement. OK. Par contre, pour le reste, ça pêchait un peu. C'était lent. C'était très lent pour mettre en production une application. On avait des grosses lenteurs. On avait des problématiques sur les responsabilités, comme je le disais. Ceux qui sont à l'étape de développement ne vont pas être responsables de la partie QA et du maintien en condition opérationnelle. On avait un énorme problème, on le voit ici, de silo. C'est très siloté, donc pour faire évoluer quelque chose, ça peut être très compliqué. Bref, tout ça, c'était pas optimum. Ça fonctionnait bien dans les années 70-80 quand on avait une application à créer et à fournir. Sauf que aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'applications, on a de plus en plus d'applis qui sont développées, on a de plus en plus d'entreprises qui vont sur ce secteur-là du développement applicatif, et donc il fallait changer un petit peu les méthodologies. Et c'est en ça où une nouvelle approche était nécessaire, non seulement autour du développement applicatif, mais de tout son cycle de vie. Et c'est là qu'on va pouvoir intégrer un nouveau modèle. Les principes de ce nouveau modèle, on va dire qu'il y a 5 grands facteurs. Ça va être, le premier de DevOps, ça va être d'améliorer la communication. Le premier point qu'on voyait qui était un point noir précédemment, c'était la communication entre les équipes, la communication entre ceux qui développaient, entre ceux qui opéraient, entre ceux qui étaient côté métier, etc. L'autre point, ça va être d'aller changer la culture et de dédramatiser lorsqu'on avait une erreur. Au lieu d'aller infliger une sanction sur une erreur, on allait apprendre de ces erreurs. Comment éviter de la reproduire? Et ça, mine de rien, ça paraît évident quand on en parle comme ça, mais ça veut dire opérer un changement de mindset au niveau de l'entreprise, des différentes hiérarchies opérationnelles. Ensuite, au lieu de faire un énorme développement et de le pousser en production, on va faire de l'itération, mais beaucoup plus petite. C'est-à-dire qu'on va faire des petits morceaux, mais au lieu d'en faire un très gros avec toutes les fonctionnalités, on va itérer par petites touches. C'est-à-dire qu'on va itérer régulièrement, quotidiennement, potentiellement, tous les jours, déployer de nouvelles choses. Corriger, déployer, mais itérer sans arrêt, de manière à éviter d'avoir un déficit beaucoup trop important lorsque l'on va avoir une énorme application avec des énormes dépendances à mettre en production. Un truc qui va aller de pair, c'est aussi automatiser. Automatiser le plus possible, automatiser à tous les niveaux, automatiser la façon de coder, de développer, de déployer et de maintenir. Et enfin, pour être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui soit cohérent, on va mesurer à toutes les étapes de la chaîne le fonctionnement. Alors mesurer
remonter des logs, des informations, ok, mais les mettre en corrélation avec un besoin métier, etc. Donc ça, on va dire, c'est les 5 grandes vocations que vont amener DevOps. Je vais revenir sur la notion d'améliorer les communications et de se mesurer. Si je prends juste DevOps, mes équipes de dev, et si je me dis, en fait, pour répondre à ce besoin-là, c'est assez simple, j'ai juste à casser mon fameux mur que j'avais précédemment entre mes devs et mes ops, et j'ai réglé le problème. Je les mets ensemble, je les fais parler, et j'ai réglé le problème de la communication. La communication que l'on cherche à améliorer, c'est pas simplement entre le dev et les ops, mais c'est également avec toutes les autres parties prenantes. Ça va être, du fait, les équipes côté métier, mais aussi, et de plus en plus, aller chercher des retours d'informations de satisfaction de mes clients finaux. Bah oui, c'est quand même intéressant d'intégrer dans ma réflexion et dans mon cycle de vie de mon application ceux qui vont l'utiliser, ceux qui vont s'en servir pour voir si j'ai créé une réelle valeur. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir implémenter des nouveaux outils, des nouvelles façons de fonctionner. On va parler de continuous integration. Donc, j'intègre et j'itère de manière continue. Je vais faire du delivery continu, c'est-à-dire que je vais mettre sur étagère mon code. Puis ensuite, je vais aller le déployer. Donc, je vais faire du delivery continu sans arrêter. Je vais aller mettre en production mes nouveautés sans avoir d'interaction et d'interaction manuelle. Ça, c'est vraiment les fondements. Comment je vais aller livrer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent. Je vais mettre en place du monitoring. Donc vraiment du monitoring, comment se comporte mon application? Est-ce qu'elle est toujours en phase avec mes besoins métiers? Je vais aller déployer de plus en plus de choses de manière automatique. Et tout ça, je vais le faire ce qu'on appelle as code. Tout doit être codé, doit être automatisé, doit être géré via du code. Et surtout, ces choses-là, ça va me permettre d'intégrer de la sécurité, de sécuriser la qualité de mon code, de sécuriser les différents éléments de mon environnement et penser la sécurité à chaque étape de mon cycle de vie et pas en faire une couche qui viendra à la fin. La sécurité, elle est aussi bien dans le delivery de mon application que dans la façon de la coder, que dans les infrastructures utilisées, que dans les bonnes pratiques de mes utilisateurs. Donc, avec tout ça, on va pouvoir mettre en place cette philosophie DevOps et ce mindset-là avec différents types d'outillage. Quelque chose qui est important de garder en vue, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on va pouvoir démarrer l'implémentation de cette philosophie-là. Par contre, elle n'a pas de fin. On n'est jamais arrivé au bout. On ne peut pas dire, ah ben ça y est, nous en 6 mois, on est devenu DevOps. Non, ce n'est pas vrai. DevOps ne s'arrêtera jamais. Ce n'est jamais fini. Et donc ça, c'est un avantage, la perpétuelle continuité et évolution de ce cycle-là. Vous avez sûrement déjà vu ce fameux logo-là du DevOps où on a l'intégralité de la chaîne du cycle de vie. C'est vraiment intéressant de voir à quelles étapes on va intervenir, on va apporter de la valeur. Faut pas oublier qu'au milieu de tout ça, ici, caché derrière un petit peu, il y a un besoin. On ne va pas mettre du DevOps en place, mettre en place cette philosophie-là pour rien. On a un besoin dans la planification, l'étude du besoin de nos clients avec des feedbacks continus, dans la façon dont on va coder, dont on va déployer, dont on va tester, dont on va suivre le cycle de vie complet. C'est important de se dire que le DevOps est là pour servir le métier, il est là pour servir l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a un autre point qui est très intéressant dans la partie de DevOps, c'est le lien qu'il a avec l'open source. Pourquoi le lien avec l'open source? Il faut savoir que l'open source porte bien son nom, c'est qu'il est ouvert. Petite définition au passage de l'open source. Un logiciel est dit open source quand la façon dont sa licence est publiée, c'est-à-dire qu'on peut aller voir le code, on a le droit de le redistribuer, de l'étudier, etc. Le fait d'être open, cette ouverture-là, permet de mettre en place pas mal de choses, notamment dans l'outillage que l'on va pouvoir utiliser dans l'intégralité du cycle de vie de mes applications et de mon développement applicatif. Pourquoi je parle d'open source? C'est pour parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes là sur ce live-là, open source, DevOps, organisé par SUSE. En fait, c'est que nous, SUSE, nous sommes une compagnie open source, donc on fournit à la communauté différents logiciels, différentes solutions. Et justement,
Dans cet écosystème DevOps, on va avoir différentes solutions qui vont vous permettre d'aller déployer, gérer, manager des clusters Kubernetes, ce genre de choses-là, une logique dans la gestion hybride de votre infrastructure. Voilà. Plein de choses qui vont vous permettre, qui vont vous aider dans la mise en place de ces pratiques DevOps. Alors, peut-être une accélération un peu rapide entre DevOps, mentalité, état d'esprit, une panoplie d'outils pour Dev, pour Ops, pour justement implémenter cette philosophie-là. Et SUSE, justement, va pouvoir vous accompagner dans cette implémentation-là. Le but, c'est pas de faire du slideware, vous l'avez vu, pour vous donner une liste et de vous dérouler notre portfolio. L'idée, c'était juste de faire un petit constat entre comment on implémente DevOps, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce que ça veut dire, et derrière, comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre l'aventure ensemble au travers de notre portfolio. Pour finir, très rapidement, si vous avez envie d'aller plus loin, je ne peux que vous inviter à vous connecter et à regarder ce qui se passe autour de nos événements. On fait souvent donc des Tech Live, comme vous l'avez vu là sur la partie LinkedIn. On va retrouver également des événements type Rodeo où vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis avec notre équipe d'avant-vente sur les produits que nous avons dans notre catalogue. Vous avez des petits coffee breaks, donc format plus court pour parler d'une solution, d'une techno, d'une façon d'opérer. Voilà, tout ça, libre d'accès, en français, délivré par une équipe plutôt fun, même très fun, on va le dire. Voilà, n'hésitez pas, plein de choses à aller voir au niveau des événements sur rancher.com, sur suse.com. Vous avez l'ensemble des événements auxquels vous allez pouvoir participer. Vous verrez, on anime aussi beaucoup notre communauté sur LinkedIn et l'ensemble des réseaux. Parce que on va se quitter sur une note un peu plus légère. Je vous partage en petit bonus 3 petites choses. Je ne saurais que trop vous conseiller un livre coup de cœur. Alors là, pas de promotion particulière, pas de sponsoring, mais ce livre, Le Projet Unicorn, vraiment, ça vous donne pas mal de choses sur comment une entreprise plutôt traditionnelle arrive à mettre en place des bonnes pratiques et à se transformer, à se tourner vers l'avenir avec pas mal de choses. On voit comment fonctionne le développement, comment fonctionne la partie opérationnelle et comment une petite armée d'irréductibles à l'intérieur va apporter son savoir-faire et tout ça. Autre point, je parlais de DevOps Day en introduction. Les prochains auront lieu à Genève les 23 et 24 avril, de mémoire, c'est ça. 23 et 24 avril. Bien sûr, vous pourrez nous retrouver lors de ces événements-là. L'idée, c'est voilà, de partager toujours autour de la culture DevOps, des outils, de l'outillage, etc. Et enfin, le petit fun fact, parce qu'il faut toujours finir par un fun fact, DevOps, au Scrabble, ça vaudra 12 points. Alors, vous en ferez ce que vous voudrez, d'autant plus qu'aujourd'hui, petite minute culturelle, on fête le journée mondiale du Scrabble, qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Voilà, le Scrabble est né il y a 75 ans, la vraie version du jeu, non Scrabble, à 75 ans. Donc voilà, 75 ans de DevOps, non, 75 ans de Scrabble. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? C'est simplement que dans la logique de DevOps et la logique de modernisation, de développement applicatif, etc., on va être en perpétuel recommencement. On va à chaque fois aller piocher des nouvelles lettres pour faire quelque chose de nouveau, créer des nouveaux mots, créer une valeur. Là, en fait, voilà un petit peu ce que va vous apporter l'implémentation de la culture DevOps avec son outillage, son lot d'outils dans vos entreprises pour les différentes années à venir. Et voilà, c'est vraiment une question de culture, d'outillage. Et ce qui nous amène à la fin de ce live. Je vois que j'ai dépassé l'horaire. Je vais me faire gronder. Tant pis. Voilà. L'idée, c'était de partager avec vous tout ça. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, autres remarques, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.